Les pistonnés, le débrief, les pistonnés de retour après 3 semaines d'absence, tout comme la Formule 1. Et ça tombe bien, la Formule 1 revenait aussi également du côté de Singapour. Et on va en parler bien sûr pendant 3 quarts d'heure dès à présent avec le duo que toute la France nous envie. Je les appelle souvent Tic et Tac. Appelons-les pour changer, Rox et Rookie. Ça va les gars? Hamza Ramani, Brice Virmin. Helmut et Christian. Helmut et Christian. Qui est Helmut, qui est Christian? Qui est le méchant, qui est le grand méchant? Le grand méchant, tout le monde sait qui c'est. Tu me regardes? Ouais. Ça va? Ça va et vous? Ça va super les gars, vous m'avez manqué pendant 3 semaines, je suis très content en tout cas de vous retrouver. Qui dit retour des pistonnés et de la Formule 1, on avait envie de vous faire un beau cadeau. Aujourd'hui, il va passer la semaine bien sûr avec nous, c'est le chouchou des pistonnés, le seul invité d'ailleurs que l'on vous voit dans l'histoire de cette émission, monsieur Jean-Louis Moncey qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de la Formule 1. Ah, on en profite à fond. Il y en a plein. Et ouais, exactement, c'est vrai que peut-être même un peu trop, on en parlera un petit peu plus loin dans cette émission. Jean-Louis, vous venez aussi également pour ce bouquin, La Formule 1, ma famille, 40 ans sur les circuits. Alors, il y a marqué sur ce très joli livre les mémoires d'un grand nom de la Formule 1. Je sais que vous n'aimez pas cette appellation mémoire. C'est ni une autobiographie, ni des mémoires. Alors au départ, pour vous dire toute la vérité, je voulais faire les personnages formidables que j'avais rencontrés au cours de 40 ans, même pratiquement 50 ans. Et puis l'éditeur, le patron, a dit non, il faut que tu nous parles de ta carrière. J'ai dit mais moi je veux pas faire mes mémoires. Si, il faut que tu montres aux jeunes que quand on est passionné, comme vous, eh bien on trouve toujours quelque chose à faire dans le milieu qu'on aime. Et alors je vais être prétentieux, je vais citer Confucius. Oui. Si vous travaillez dans le domaine qui vous plaît, vous n'aurez pas l'impression, vous ne travaillerez jamais. Tous les jours vous irez faire ça avec plaisir. Donc j'ai fait ça, et ce qui m'a permis de raconter des anecdotes. Exactement, la petite citation qu'on vous avait préparée. Je veux dire aux jeunes, quand on pratique un métier par passion, on n'a pas l'impression que l'on va travailler. Voilà. Ça nous parle directement, pour rien vous cacher, Jean-Louis, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup retrouvé dans cette citation. Est-ce qu'on pourrait dire que ce livre, alors vous l'avez dit, c'est tout un tas de portraits, de personnages qui ont marqué la Formule 1, qui ont marqué aussi également votre vie. Est-ce qu'on pourrait dire que le fil rouge de la vie de Jean-Louis Moncey, c'est beaucoup d'Alain Prost, beaucoup de Jacques Lafitte, beaucoup de Johnny Reeve notamment, et surtout du Enzo Ferrari. On a l'impression que c'est les quatre fils rouges de ce bouquin où on redécouvre ou découvre en tout cas des personnages importants qui ont fait l'histoire de ce sport. Alors Jacques Lafitte, Alain Prost sûrement. Je vais même ajouter quelqu'un qui a disparu, Ayrton Senna. Oui. Je suis obligé de dire Johnny Reeve parce qu'il a été mon mentor et en même temps grand journaliste puisqu'il a aussi disputé des courses. Sa fierté à Johnny Reeve, c'est d'être sorti sur une flaque de flotte, je me rappelle plus, à Albi, je crois, en Formule 3, et le soir au restaurant, Jochen Rindt lui dit « I did the same », il était sorti sur une flaque. Bon, il pilotait, et puis en plus, grand journaliste, avec la rigueur qu'il fallait, et puis naturellement Enzo Ferrari, parce que, alors les gens me disent « mais Jean-Louis, t'es trop pro Ferrari », mais non, quand vous voulez parler d'histoire, la seule référence qu'on ait, c'est la Scuderia Ferrari, elle est là depuis le début. Exactement, on en parlera bien évidemment mercredi ensemble de ce livre, on y reviendra tout au long de cette émission. On apprend beaucoup de choses et notamment que si vous avez 20 Dutch Mark les gars dans la poche et que vous passez du côté du Nürburgring, eh bien vous pouvez faire un tour du Nordschleife. C'était comme ça à l'époque avec Johnny Reeve. Oui, c'est beaucoup plus cher maintenant. Oui, c'est beaucoup plus cher. 30 € maintenant. Oui, parce que oui, c'est parce qu'il y avait une course de F2. Johnny avait été délégué par l'équipe pour y aller. Moi, je couvrais la F2. Il me dit, bah viens, on va aller faire un tour Et donc, c'est incroyable. Le vieux bonhomme était dans une guérite en bois. On se trouve dessus, elle tombe. Et il dit Deutschmark. Et vous partez sur le Nordschleife complètement. C'était incroyable. On va parler bien évidemment de ce livre qu'on vous recommande, qu'on a lu. Et on en parlera mercredi. Ça va être juste exceptionnel. Je le rappelle, livre sorti bien sûr aux éditions City. Il y a eu un grand prix aussi également, la 17e manche du championnat du monde de Formule 1. On regarde tout de suite le classement à l'arrivée de cette course avec la 4e victoire en carrière de Sergio Pérez, la première d'ailleurs pendant laquelle il a mené, on va le dire, de bout en bout. Fernando Alonso a battu un record mais a abandonné. 350e Grand Prix, c'est le plus capé des pilotes de l'histoire. Le 800e Grand Prix, c'était aussi le cas pour Williams. Et sinon, pour le résultat, Leclerc et Sainz donc, qui accompagnent Pérez sur le podium. Norris Ricciardo, 2 McLaren dans le top 5, 2 Aston Martin aussi également dans le
top 8 avec la 6e place de Stroll et la 8e de Vettel. Verstappen n'est que 7e entre guillemets. Hamilton 9e est déçu. Et puis Pierre Gasly referme ce top 10 avec le point de la 10e place. Ceci nous emmène naturellement aux 4 enseignements des pistonnés concernant ce Grand Prix de Singapour. Petit jingle et on en parle tout de suite. Un débrief, 4 enseignements, vous connaissez la recette bien évidemment maintenant et on va les découvrir ensemble. Verstappen, Hamilton, champion au tas. On reviendra sur un week-end un peu compliqué pour le néerlandais et le britannique. McLaren et Aston Martin gagnant dans le chaos. Singapour est-il un juge de paix? On a repris une expression à vous, mon cher Jean-Louis, pour ce point 4. Mais on attaque tout de suite le premier point. Sergio Pérez. Décidément un excellent ministre de la Défense pour Red Bull et Max Verstappen. Regardez plutôt avec ce tableau, sa 4e victoire en carrière, on en parlait tout à l'heure. Lui qui était en difficulté depuis l'Autriche, largué complet à Monza où il termine derrière les 2 Ferrari et les 2 Mercedes à une anonyme 6e place. Lui qui a mené cette course de bout en bout avec une maîtrise parfaite, notamment lors des restarts, notamment dans la stratégie. Encore une victoire en ville aussi pour celui qui avait déjà gagné à Bakou et Monaco. Et il devient le premier non-champion du monde, vainqueur du côté de Singapour. Puisqu'on parle de Pérez, il faut évoquer aussi également l'impuissance de Charles Leclerc hier, lui qui était en pole position au départ. Alors une question que je vous poserai tout à l'heure, mais est-ce que la pole était du bon côté, puisqu'on a vu qu'Hamilton et notamment Fernando Alonso qui partaient du côté de Leclerc, toute la partie impair a eu des difficultés à s'élancer. 6e pole non transformé en victoire consécutive pour Leclerc, et puis on a eu l'impression qu'avec ou sans le DRS, rien ne changeait pour Charles Leclerc, impuissant derrière Sergio Pérez. Votre avis, Jean-Louis, sur cette victoire de Sergio Pérez, impressionnante maîtrise, on peut le dire? Alors oui, pour au moins 2 raisons. C'est que la voiture n'est pas celle qui lui convient parfaitement, puisqu'on sait très bien que Red Bull a changé son fusil d'épaule pour avantager Verstappen, mais je veux dire, c'est déclaré, c'est pas un truc qui s'est fait sous le manteau. Le pilote vraiment qui est important pour eux, c'est Max. Mais donc, et Sergio, on l'a vu au départ, cette année a bien démarré, puis après ça a baissé. Et là, je pense qu'il a montré, vous l'avez dit, les circuits en ville, déjà très fort. Deuxièmement, vous savez comme moi, quand vous faites la course en tête, c'est complètement différent que d'être dans le peloton. Et ça l'a aussi beaucoup aidé. Et puis moi, j'aime bien ce garçon parce qu'il est toujours sérieux. C'est le père de famille qui ne bouge pas une oreille et qui se débrouille toujours à faire quelque chose. Vous avez parlé de Monaco, vous avez parlé de Bakou. Et oui, effectivement, Monaco. Et c'était pas facile parce qu'on oublie tous quelque chose d'important. On va reparler sans doute de Singapour. C'est que les voitures n'ont pas triplé de taille. Elles sont énormes. Vous avez vu les photos qui comparent les Formule 1 70, 80. Maintenant, les Formule 1 d'il y a quelques années, leur aileron arrive à l'axe des roues avant des Formule 1 actuelles. Donc c'est Singapour juge de paix, on va y revenir après, mais c'est un peu ça aussi qu'il faut voir. Le départ, vous avez évoqué ça sur la ligne, oui, mais c'était mouillé. Donc là, on ne peut pas trop savoir où est-ce qu'il fallait démarrer ou pas, quelle est la bonne ligne. C'est pas l'histoire de la Hongrie. On sait très bien que quand on est sur la file de gauche, on est mort. Tandis que là, c'était mouillé, donc on peut pas savoir. Moi, je trouve que Sergio Pérez remplit parfaitement le rôle pour lequel il est recruté. On lui demande de ne pas faire d'ombre à Max Verstappen et les choix techniques sont faits dans cette direction. Pour lui. Et quand Max Verstappen n'est pas là, lui est là. Rares sont les fois où Max Verstappen n'est pas là. Et pour autant, ici, on a eu un Sergio Pérez qui a mené de main de maître. C'est-à-dire que quand Ferrari Leclerc n'est pas là, Sainz ne mène pas de main de maître. Sainz peut faire des erreurs. Sainz peut sortir de la piste, avoir des problématiques à gérer qu'il ne sait pas encore gérer par manque d'expérience. En faisant ce choix de ne pas prendre un second pilote jeune comme ils ont fait avec Albon et Gasly, prenant un pilote expérimenté, il s'assure quand même d'un certain sang-froid à l'instant de gérer ce genre de situation. On a trouvé le titre de ministre de la Défense parce que je trouve que, pour le coup, c'est tellement rare d'avoir Verstappen hors du coup que là, il défend les intérêts de Red Bull, comme il a défendu les intérêts de Red Bull à Abu Dhabi en menant la vie extrêmement dure à Lewis Hamilton. Et là, il a mené la vie extrêmement dure à Charles Leclerc, qui était vraisemblablement en médium plus rapide que lui, mais il ne lui a pas laissé l'ombre d'une opportunité, même au DRS. Et là-dessus, il me fait penser un peu à Felipe Massa à l'époque, qui, dès qu'il était en tête, était un métronome et n'avait absolument aucune erreur. Il avait du mal en peloton, mais alors en tête... 100% d'accord avec vous. C'est le rôle que j'appelle le rôle de soldat dans l'équipe. Mais Massa, mais Barrichello, le soldat. Quand le héros ou le champion ou le guerrier n'est plus là, il y a le soldat qui est là pour représenter toute l'équipe. Il l'a fait magnifiquement.
Ce que je trouve intéressant, c'est que sur un circuit déjà compliqué, en plus dans des conditions particulières, il n'a pas commis, à ma connaissance, d'erreur. Il y a eu des micro-blocages, notamment sur la fin de course, mais quand tu as un Charles Leclerc, par exemple, qui a commis quelques erreurs justement dans le 3e secteur en course, je ne parle même pas de la qualification, où lui s'est planté, Hamilton s'est planté... Verstappen, on va y revenir plus tard. Sergio Pérez, j'ai l'impression qu'il fait un week-end quand même assez propre et une course parfaitement maîtrisée du début à la fin. Il fait un très bon départ, certes, ce qui peut t'offrir... Alors on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Quand tu prends un bon départ en ville et que tu es en tête, tu as fait le plus dur. Peut-être pas à Singapour dans ces conditions. Parce que le plus dur, c'est surtout de maintenir la voiture Tous les en piste. virages. Hein. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Par moments, on l'a senti, nous, peut-être en difficulté, notamment lorsque Charles Leclerc avait le DRS. Ouais. Sauf que lui était suffisamment malin pour rester sur la seule ligne sèche qui condamnait Charles Leclerc à aller sur la ligne humide. Et on a vu avec Hamilton, notamment en fin de course, que si avec des pneus slick, tu passes sur la ligne humide, tu peux plus freiner. Donc Sergio Pérez, il a été intelligent et il a maîtrisé cette course de A à Z. C'est peut-être la plus belle victoire de sa carrière, je sais pas, mais c'est celle qui est en tout cas la plus maîtrisée. Puis la vraie intelligence de Sergio Pérez aussi, c'est que il était à portée de DRS de Charles Leclerc, sauf que la ligne droite de départ est trop courte pour aller tenter quelque chose, donc il se rapproche de 7 dixièmes à 5 dixièmes, on va dire. Et ensuite, on a la longue ligne droite du virage 4 et 5, je crois, enfin de cette ligne droite courbée là, où le DRS est suffisamment long pour aller tenter quelque chose et la trajectoire assez sèche pour aller y freiner. Donc, il s'est dit, et ce qui est tout à fait normal, il y a une chose à faire pour moi, c'est gérer ma traction à la sortie du 2. Si je gère ma traction à la sortie du 2, et que je prends suffisamment d'avance par rapport à Leclerc, je ne pourrais pas me faire avoir au DRS là-bas. Charles Leclerc n'avait pas de traction, avait un gros problème de motricité sur l'arrière aux sorties du 2. Il n'a rien pu faire parce que Sergio Pérez savait qu'il n'avait que ça à faire correctement et parfaitement, si ce n'est bien sûr tenir la voiture en piste le reste du tour, mais pour s'en sortir. Et là-dessus, il a maîtrisé de bout en bout cette partie de course où il y avait 20 tours à absolument gérer cette motricité. En sortie du virage 2, c'était fait avec maestria. Ministre de la Défense, ça lui va impeccable. Ah ouais. Alors, deux exemples historiques. Senna, Mansell à Monaco. Il n'a jamais pu passer Mansell. Bon, c'est Monaco. Mais rappelez-vous, Alonso, Schumacher à Imola. Voilà. Oui, Sur tous les circuits, c'est difficile de doubler. Vous savez, vous remettez les gaz, non pas tout de suite, mais vous attendez un peu. Le temps que ça s'éloigne. Derrière, on n'a pas le temps de remettre les gaz immédiatement. Ça, c'est le secret. Et c'est comme ça qu'on peut dire qu'on défend. Et donc, je crois que là, il a été formidable, Sergio. Il n'y a rien à dire. Et justement, une petite déclaration de Sergio Pérez à l'arrivée de cette course. Tu posais la question à Hamza de savoir si c'était pas la plus belle course de sa vie. C'est sûrement ma meilleure performance. Voilà ce qu'il dit, Sergio Pérez. J'ai contrôlé la course, même si c'était difficile. Les 3 derniers tours étaient très intenses. Je l'ai senti quand je suis sorti de la voiture. J'ai tout donné. Je suis déçu pour Max, mais ce serait bien pour lui de prendre ce titre au Japon. Ce serait très spécial forcément pour Honda. On a pas mal parlé. Oui, vas-y, Hamza. Non, mais les performances en ville, on parle de cette saison. Alors, c'est plus facile peut-être avec Red Bull, mais à l'époque où il était chez Force India, il fait 2 podiums en Azerbaïdjan, il fait un podium à Monaco. Cette saison, il fait une pole en Arabie Saoudite. Est-ce que l'Australie, on considère ça comme un circuit en ville? En tout cas, il finit 2e. Je ne sais pas si c'est une spécificité à Sergio Pérez de performer en ville, mais en tout cas, il performe. Il faut s'attacher aux images. Les images, c'est qu'ils étaient assis par terre tous les 3. Oui. Complètement KO. Et que durant l'interview, Sergio n'a pas arrêté de boire, s'arroser la tête, s'en mettre à l'intérieur, à l'extérieur, etc., etc. Donc ça veut dire qu'ils avaient tout donné. Et c'est ça qui est formidable. Vous n'avez jamais été à Singapour? Non, pas encore. On aimerait bien. Il faut comprendre ce que c'est que 90% d'humidité. Vous sortez de l'avion, vous dites tiens, le pilote n'a pas coupé les réacteurs. Et donc, courir dans ces conditions-là, c'est absolument extraordinaire. Formidable. Un petit point, les amis, que je voulais voir aussi avec vous. Une décision quand même de cette victoire de Sergio Pérez qui est arrivée tard, puisque on le rappelle qu'il était sous enquête notamment pour avoir laissé plus de 10 voitures d'écart derrière la safety car au moment justement de la relance. Il y a eu cette enquête qui a duré, qui a traîné en longueur, et on a eu la décision 2 heures après l'arrivée de cette course. Jean-Louis, est-ce que c'est regrettable? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Là, ça, il va me mettre en colère. C'est fait exprès, Jean-Louis, vous le savez. Non mais franchement, c'est pas vous, je vais expliquer que la Formule 1, c'est 3 parties. Formula One Management qui a payé 7 milliards et quelques, qui veut diriger, la FIA qui veut légiférer, et les écuries qui sont quand même, s'il n'y a pas d'écurie, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de Grand Prix. C'est de la négo permanente. On a demandé à la FIA de faire quelque chose de correct. Il leur faut 2 heures pour voir qu'il y avait plus de 10 voitures.
Non mais franchement, c'est une décision qui doit tomber dans la seconde, ça. Mhm. Imaginez alors qu'on les déclassait, que les deux infractions étaient relevées comme étant OK. Franchement, comment T'aurais été on peut ridicule, faire des ouais. choses pareilles? Ah, puis Moi, ils mettent des graphiques à la AWS avec les mètres qui séparent les voitures, mais ils sont pas capables de dire tout de suite justement s'il y a 10 voitures. Est-ce que ça, Ils ont plein de choses, est-ce mais que ça nécessitait pas d'entendre Sergio Pérez pour avoir les raisons, les Mais explications? non, la loi, c'est la loi. Ouais. D'ailleurs, je suis obligé de le dire, Romain Grosjean l'a très bien dit sur Canal. Franchement, il avait raison. Maintenant, si vous voulez tous les trois devenir... je téléphone à Bin Sulayem tout de suite. Les gens, non, mais il faut des gens réactifs. On y va Ouais, bien Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que tout d'un coup ce truc-là? À me mettre un suspense qui n'est pas un suspense, parce qu'on dit c'est pas possible. Singapour, déjà en 2008, on leur a torpillé le Grand Prix. Là, sûr. on va recommencer. Non, franchement, la FIA, là, il dérape complètement. Il y a un problème majeur, je trouve, c'est que on a l'impression qu'il y a du deux poids, deux mesures, dans le sens où Oui. si c'est un pilote de milieu de tableau, la Oui. décision, Elle va je très vite. pense, Ouais, ouais. j'en ai pas la certitude, Elle tombe mais tout je de pense suite, quand même ouais. qu'elle tombe assez rapidement. J'ai l'impression que la direction de course ne voulait pas influer sur le résultat final en prenant une décision qui aurait pu permettre, un peu comme Vettel-Hamilton au Canada, de permettre à Charles Leclerc, en restant dans les 5 secondes, de gagner la course sur tapis vert, entre guillemets. Sauf qu'en ne prenant pas cette décision, bah, tu influes sur la course, puisque Pérez ne sait pas quoi faire, Charles Leclerc ne sait pas quoi faire, et dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'il y a une manipulation de résultats dans le sens où on se dit, là, si tu mets une pénalité de 5 secondes, tu le sanctionnes, Oui, mais pas trop, parce Oui, oui. qu'il va quand même gagner la course. sans conséquence. Ça ne change rien au mérite de Sergio Pérez, qui a fait une course, on le redit, maîtrisée de A à Z, et bravo à lui. Par contre, la décision, on ne peut pas se permettre d'avoir du deux poids deux mesures et on retombe dans les travers de la Là, saison dernière. Surtout, en fait, en pénalisant comme ça, après la course, ça veut dire que le moment où ils décident de la pénalité, ils connaissent du coup l'impact que ça va avoir sur la course. Alors que Oui, s'ils c'est a décident... posteriori. Oui, donc du coup, tu mets 5 secondes ou 10 secondes, Sûr. tu sais, selon ta décision, qui gagne. Tu décides de qui gagne. Alors que si Comme tu le fais... siffler un penalty en sachant que le buteur va le rater, entre Ou- guillemets, quoi. Oui, ou à la 90e, en fait, tu sais ce que tu es en train de Ouais, donner, bien en fait. Alors que si tu pénalises 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes après, la course, elle n'est pas finie. C'est-à-dire que tu n'influes pas autant, tu appliques la règle simplement. Et effectivement, s'il y a des considérations d'influence de résultats, puisque c'est fait après, peut-être qu'on ne pénalise pas de la même manière, parce qu'on influence réellement le résultat. Et je pense que Hamza dit vrai, le Canada 2019, ça a dû un petit peu... Il y a un petit peu une jurisprudence quand même depuis ce moment-là. Je rappelle que quand Vettel et Weber font ça en Hongrie, je sais plus si c'est en 2013 ou en 2011, Vettel et Weber est pénalisé tout de suite, Oui, il me semble. tout à fait. Donc à partir de là, pourquoi? Et c'est la même chose, c'est la même règle. Donc les caméras, on en a 350, on voit tout, on sait où est la safety car, on voit les feux allumés, il y a zéro raison d'attendre. Zéro. Surtout que Red Bull était au courant. Oui, on connaît les distances complètement du circuit, Oui. elles sont sous vos yeux. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et on nous les Ça, indique c'est- avec des ça, graphiques. C'est assez incroyable de la part de la FIA de tergiverser comme ça. Je trouve que ces décisions-là interviennent après. Alors, non, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va voir si des fois quelqu'un vient chercher Sergio dans la call room pour, bon, comme on a fait une fois avec Max Verstappen. Verstappen, Tout à fait, Raikkonen au tout à fait, Mexique. deux fois, ouais, Deux ouais. fois, t'es gentil, c'est pas pour toi, voilà. C'était une belle image. Mais on peut pas laisser, surtout Singapour, un Grand Prix qui a été quand même regardé, c'est une des étoiles de la planète F1, Singapour. Ouais, ouais, Il faut pas se leurrer là-dessus. Hein. On est reçus comme des rois, la F1, tout est fait pour ça. La ville est complètement au service du Grand Prix. Donc on ne peut pas faire des choses comme ça. Voilà. Surtout que Red Bull était au courant dans le sens où, Oui, 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 complètement. au moment de la relance Ils se sont de parlé, la ils se sont safety car, parlé, bien il y a sûr. la radio de Red Bull qui dit à Sergio Pérez, alors qu'il était dans le deuxième secteur, Attention. au moment de la relance, attention à l'écart avec la voiture de sécurité. Oui, oui, oui. Il prend une première réprimande, donc ça on l'a su après coup, réprimande virage, tour 10, avertissement tour 36, virage 9-10, et donc les 5 secondes de pénalité sur ce même tour 36 entre les virages 13 et les virages 14. Si aujourd'hui la règle, c'est la règle et tu l'appliques comme ça pour tout le monde, ça me va. Sachant que tu sais désormais que tu offres 2 bonus, entre guillemets, 2 possibilités de non-respect au règlement au prochain pilote qui va le faire. Exactement. Vous êtes du coup tous les trois d'accord, on va le dire, Oui, sur complètement. sur cette non-décision ou décision tardive. Je vous propose de passer tout de suite au deuxième enseignement. 2 champions qui ont connu des déboires ce week-end. Max Verstappen, Lewis Hamilton. Commençons par le néerlandais, un week-end sans plaisir. C'est ce qu'il disait à l'arrivée. Problème en qualif, notamment sur la quantité d'essence embarquée dans sa voiture, mais
avec une piste et des conditions changeantes, difficile d'en vouloir à Red Bull, mais en tout cas, ça l'a privé de la pole position. Un départ calamiteux quasiment, on va dire, il a calé quasiment au départ, bloqué ensuite lors de sa remontée derrière Fernando Alonso. Le freinage raté sur Norris qui l'a obligé à mettre son train de gomme à la poubelle. Et puis une question, avait-il le meilleur rythme samedi et dimanche parce qu'il semblait très rapide, Max Verstappen qui a donc terminé à la 7e place. Et puis on a eu aussi également le Lewis des mauvais jours. Ça arrive, c'est suffisamment rare en 20 ans de carrière, mais parfois on le voit. Une erreur en Q3 qui le prive de la pole samedi. Bloqué derrière Sainz en première partie de course, et on l'a entendu très frustré à la radio. La frustration aussi également consécutive à une sortie dans les Tech Pro, c'était au 33e tour. Et puis cette tentative au désespoir, personne n'a compris au 57e tour. Juste derrière Sébastien Vettel. Jean-Louis, vous voulez parler de qui on commence sur Lewis Hamilton ou Max Verstappen pour distribuer les mauvais points éligibles? Non, on peut commencer par Max Verstappen. Moi, j'ai trouvé que dans l'histoire de la course elle-même, là où j'ai trouvé le truc formidable, c'est l'équipe Red Bull. Quand elle dit tout de suite à Verstappen, elle comprend qu'il est ou 6e ou 7e sur la grille, ou 8e en l'occurrence, ou 20e. Parce qu'il va pas avoir assez d'essence pour... Et je trouve que là, Red Bull, ils sont vraiment, vraiment forts. C'est vraiment des compétiteurs. Il y a, dans la seconde tech... On peut le voir dans l'autre sens. Oui, l'erreur. Parce que, sur le tour précédent, Verstappen, il est déjà en train de signer le tour de pôle qui lui aurait permis de signer la pole. Mais là, quand même, le réflexe, je pense, le meilleur. Tant pis, on a fait une connerie. Vous voulez insinuer que si c'était Ferrari, ils auraient signé la pole, puis ils auraient été disqualifiés? Oui, discuter. Oui, non, franchement, là, il le voit dans la seconde. Moi, je trouve que c'est un bon point. Mauvais point pour l'histoire du plein d'essence, de la quantité d'essence. Bon point pour le réflexe. Je vous rappelle que Mattia Binotto, moi je l'ai vu débuter chez Ferrari, il était responsable ingénieur, de la quantité d'essence dans le réservoir de Michael. De Michael, pas des deux voitures. De Michael. Et il avait pour ça sa propre jauge, une jauge dans le stand et une jauge à l'extérieur du stand. Et de temps en temps, on le voyait sortir du stand en courant pour aller voir si la jauge extérieure était toujours du même avis, car il était hors de question de mettre 500 grammes de plus à Michael, qui était très à cheval, j'entends aussi naturellement, à Rosebron aussi. Donc voilà, je referme la parenthèse Binotto. Je les ai trouvés à la fois un peu bébêtes sur cette histoire de quantité d'essence et très forts quand même dans le réflexe. Mais la quantité d'essence, c'est peut-être pour se lancer que Max a peut-être un peu dépassé l'histoire. De ce que j'ai cru comprendre, il se fait piéger par la reprise de grippe en fin de Q3, qui a fait consommer plus la monoplace, et par cette tentation un peu diabolique d'aller chercher le dernier tour au dernier moment, qui faisait que le dernier tour lent de récupération d'énergie de Max, il a dû être accéléré parce qu'il n'allait pas passer la ligne à temps. Oui. Donc, il a dû consommer plus sur le tour lent. Absolument. Et il y avait plus de grippe que prévu. Du coup, le kilo, il commençait à disparaître. Alors, ça veut dire à notre ami ici présent avec des lunettes qu'il s'est calculé à ça. Oui, voilà. Oui, évidemment. Donc, c'est pas que des peintres. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, la stratégie de Red Bull de passer toujours en dernier, ça a toujours, sur les pistes changeantes, c'est toujours ce qui te permet de signer le tour parfait. Mais avec Verstappen, il y a une telle marge que finalement, il n'y avait même pas besoin de ça. Oui, un petit kilo de plus. 8 dixièmes d'avance sur le tour. Même s'il y a eu l'erreur d'Hamilton et qu'il y a eu l'erreur de Leclerc et que sans ces erreurs, peut-être qu'ils auraient amélioré de 2-3 dixièmes. Mais on a l'impression qu'avec Verstappen, dans ces conditions-là, il est capable de coller une seconde à tout le monde. Oui, c'était le cas. C'était le cas. Il a collé une seconde à tout le monde. La course de Verstappen, c'est ça? Oui, la course, le coup de frein, moi, ça m'a fait rire. Quand même, Norris, il passe à ça derrière pour braguer juste. C'est formidable. Et Max, là, il casse son train complètement. Oui. Les roues étaient carrées, c'était fini. Il était obligé de s'arrêter une autre fois. Il a mis le frein au mauvais moment. Il l'a mis au moment où la voiture monte sur la bosse. Donc du coup, il perd totalement on va dire l'impact de son dégressif à ce moment-là. Et derrière, tu essaies de récupérer le truc en jaugeant. C'est foutu. Le train est mort. C'est vraiment le pas de chance d'avoir freiné un poil trop tard au moment de la bosse. Mais bon, c'est le genre de bosse qu'il faut. Depuis des années, on voit Verstappen justement avoir une telle facilité sur ce type de dépassement. Ouais. Moi, quand ça arrive et que je vois qu'il bloque, je fais mais non, c'est pas possible. Oui, pas lui. Tout le monde, mais pas lui. Il a bloqué si fort des 4. C'est incroyable. Mais là, c'est vraiment carré. Il voit bien qu'il ne va pas passer, et donc c'est ça. Moi, je les critique pas trop parce que je les adore, les pilotes de F1. Et donc, même quand ils font ça, ça me dérange pas, au contraire, ça m'éclate. Je dis, il a essayé. Il est humain, quoi. Il va tout droit. Et si on prend Lewis Hamilton, dans la version du britannique, faut quand même voir, la course de George Russell, qui est calamiteuse.
Après, il y a la stratégie Non. aussi qui est pas bonne. Là, je te rejoins pas. Ah, moi, je trouve qu'avec Adamitos. Ça va être intéressant. Ça y est, tentez les popcorn. Et il faut quand même savoir à quel point cette monoplace manque d'équilibre et qu'elle manquait d'équilibre là. Moi, je trouve que Il Hamilton. n'y avait pas de grippe, c'est ce qu'il a dit, Lewis Oui. Hamilton, tout au long du week-end. Et je trouve qu'il a piloté, que ce soit en qualification, en essai libre et même en début de course. Mais je trouve qu'il a fait des merveilles avec cette Mercedes qui n'était pas très très bonne sur ce Grand Prix de Singapour. Il a fait des erreurs, mais parce que franchement, il l'a piloté à la limite, comme il fait toujours lui à Singapour. Là, encore une fois, Cette image est Hockenheim folle. 2019, Imola C'est 2021, ça. comment il fait pour la Non, mais à un récupérer moment, sans- c'est sans plus un dégâts hasard. majeurs? Pour moi, c'est plus un hasard. Ah ouais. Là, je suis persuadé, encore une fois, qu'il y va tout droit, roue bien droite et l'aileron bien perpendiculaire à 90 degrés à la barrière de Tech Pro. Moi, Jean-Luc- c'est pas possible. Je ne peux pas comprendre comment. Parce que le Comment choc, c'est il est quand même assez violent. Comment c'est possible qu'il casse Pour pas les pas ailerons, faire comme Yuki Tsunoda qui a braqué Oui. et qui a écrasé les Avec supporters. 50 Non. km/h de plus, je pense, pour Yuki Tsunoda. Dans Si vous perdez, Monsieur le Président. Alors, on en est où de la défense de Russell là Moi, sur George Russell, alors déjà à Singapour, quand on parle des stands, c'est déjà compliqué. Bien sûr. À partir du moment Parle où pas il y de a cette première erreur, tu fais le pari, que moi je trouve audacieux, de partir avec des pneus slick. Mhm. Enfin, de repartir avec des pneus oui. Médium, ouais. Tout de On suite. le voit oui. que ça marche pas. Combien de pilotes se seraient arrêtés Dans pour la seconde. rechausser des intermédiaires? Lui, il a dit à la radio, non, moi je continue avec mes médiums. normal. De toute façon, ma course est perdue. Mhm. Ça a pris 10, 15 tours, mais au moment où ça a marché, excuse-moi, il a quand même servi de baromètre à l'ensemble du paddock, pas seulement à Lewis Hamilton, pas mais à son l'ensemble du paddock. Mais quand tu es 20e et que tu te retrouves 18e, 17e au mieux, qu'est-ce que tu risques à tenter cela? Mais si tu tentes tout à ça à la fait. régulière, tu ne dépasses personne, tu termines Oui, oui, bien 14e. sûr. Mais je Donc parle pas de après, ça. il y a des erreurs de pilotage. Est-ce que moi, je peux lui reprocher ça à Singapour? Des erreurs de pilotage, Max Verstappen en a commis. Est-ce que tu vas lui reprocher ça? Non. Non. Lewis Hamilton vient d'en commettre. On est là à saluer son génie parce qu'il va toucher perpendiculairement la barrière de Tech Pro. George Russell, sincèrement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher dans le sens où pour lui, c'est une course d'attente, c'est une course de patience, c'est une course qui est devenue une course de test. C'est pas les courses les plus évidentes, j'imagine, pour un pilote. Et n'oublions pas en que samedi, fait- son souci, c'est un problème de frein. C'est pour ça Oui, qu'il oui. passe pas. Oui, passe oui, pas absolument. Mais alors, Absolument. moi je me base pas sur effectivement ces éléments-là parce que la stratégie vient de Mercedes, c'était beau à tenter. On louait pendant des années Jenson Button qui prenait toujours le pari en premier de sortir avec des slicks pour tenter de voir. Ça, je salue toujours ce genre de choses. Moi, je parle vraiment en termes de rythme et pas forcément que sur la course. Ce week-end, mais c'est logique. Ce week-end, il a été largué par Lewis Hamilton, selon moi. Mais parce que aussi, il y a 2 ans où il n'y a pas Singapour, que Lewis Hamilton connaît Singapour depuis 2008, que George Russell n'a jamais piloté sous la pluie à Singapour, et qu'à ce moment-là, effectivement, l'expérience de Lewis Hamilton, qui est quand même un artiste à Singapour, fait la différence, et l'écart à ce moment-là d'expérience s'est beaucoup vu. Je Tu trouve. lui reproches son manque d'expérience? Je ne lui reproche pas le manque d'expérience, je dis juste que par rapport à Lewis Hamilton, non mais il est mauvaise foi. Oui. Par rapport à Lewis Hamilton, je trouve qu'on a vu vraiment une grosse différence ce week-end et que ça se reflète malheureusement dans le résultat parce que les mauvais choix ont été faits de la part de Mercedes au niveau stratégique. Pour conclure C'est tout. sur Russell, au 9e tour, il avait 1 minute 5 de retard sur Sergio Pérez. Donc au 9e tour, sa course a été déjà terminée. Bien sûr. Bah non, il y a eu safety car derrière, faut arrêter. Ouais, mais attends, mais Et attends, non. c'était pas. Non tu mais veux la vraiment course de qu'on- Max Verstappen, il avait 25 secondes de retard sur Sergio Pérez. Je disais à Manu, la course elle est ruinée. Mm. Et au final, Verstappen, il revient. au il moment, revient, au moment voilà, de sa c'est- sortie, Verstappen, il a 30 secondes de retard sur la 7e place qu'il va aller Non, mais à ce chercher. moment-là, il part des stands, on dit qu'il est ruiné sa course. Jean-Louis, Tu vois, enfin, faites l'arbitre un petit peu. Oui, justement, on ne va pas les changer de place, je vais les mettre là-bas parce que j'ai peur qu'ils se battent. Mettez-vous Non. entre deux. Alors non, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans, c'est Mercedes. Parce que ce n'était pas la peine de changer le moteur d'Hamilton à Monza, où on peut doubler, etc., et de ne pas le faire pour Oui. Russell en même temps. Oui, c'est Parce vrai. que Russell, alors bon, on attend, mais enfin Russell, le pauvre, comme on sait que c'est mort, s'il lui change son moteur De à base, Singapour, en plus il pleut, c'est foutu, on a bien vu qu'on ne pouvait pas dépasser. C'était Je, dur. je ne critique pas Singapour, quoique sur les circuits en ville, il y a quand même beaucoup à dire. La taille des Formule 1, ça je la critique aussi, franchement. Mais là, c'était le condamner directement. Et peut-être que, en réfléchissant un peu, on aurait dû se dire, bah tiens, ça fait rien, on fait partir les 2 Mercedes derrière à Monza, elles vont se débrouiller. Et là, à Singapour, c'était mort pour C'est lui comme d'avance. Leclerc à Monaco. Pardon? C'est comme Leclerc à Monaco quand il part loin, qui Ouais. fait cet accrochage au niveau Oui, de oui, la oui, Rascal, je crois. Rascal. Il était condamné. Il a tenté, écoute, ça n'a pas marché, mais on peut pas venir crier au génie quand ça marche et le pointer du doigt quand ça ne marche pas. Non mais enfin, depuis le début de saison, il est génial. Raikkonen à Monaco, pardon, Raikkonen aussi, il a sa suspension avant, sa course, c'est foutu.
Pardon, j'ai coupé la parole. J'ai réussi à imposer ça. Non, mais enfin, je suis d'accord que depuis le début de saison, il est génial. Et pour autant, moi, ce week-end, j'ai vu vraiment une différence avec son coéquipier. Alors qu'on n'arrêtait pas de dire depuis le début de saison, et je suis pas du tout pro Hamilton, hein, que Russell. Tiens, une paille. Non, je rigole. que Russell dominait Lewis Hamilton, qu'il était meilleur que lui, qu'il allait le mettre à la retraite, tout ça, machin. On entend tout ce genre de choses jusqu'à nos oreilles. Je trouve que là, sur un circuit plus difficile, qui nécessite plus d'expérience justement, Lewis Hamilton s'est rappelé au bon souvenir et que George Russell, malgré effectivement tous ses problèmes, n'a pas réussi dans le week-end à montrer de quoi il était capable à Singapour. Je dis juste ça, c'est un mauvais week-end pour lui. On a entendu vos avis, les gars. Je propose qu'on avance un petit peu parce que sinon ce débat, je pense que demain matin, on y est encore. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez, bien sûr, sur cette question. Bon ou mauvais week-end de la part de George Russell. Vous nous écrivez et vous nous dites tout. Troisième enseignement, parlons des grands vainqueurs de ce week-end. Il y a eu des perdants, on l'a dit, seulement 14 voitures à l'arrivée, notamment 2 Alpines qui ont abandonné sur problème mécanique, problème moteur, et des gagnants, McLaren, Aston Martin, c'est le troisième enseignement. McLaren qui reprend la 4e place d'Alpine, en difficulté pourtant les voitures papaye vendredi et samedi, et qui ont montré quand même un rythme assez intéressant dimanche. Le double abandon, je le disais, d'Alpine sur casse mécanique. Excellent coup stratégique de McLaren, ce sont les seuls à s'être arrêtés lorsque la safety car était en piste. Norris qui tutoie le podium, qui a mis la pression à Carlos Sainz. On était assez étonnés d'ailleurs du rythme de la Ferrari de Carlos Sainz. Et puis, à noter quand même, et c'est important, le premier top 5 de Daniel Ricciardo dans cette saison 2022. Un petit mot aussi également sur Aston Martin, le meilleur résultat de la saison. Le départ incroyable de Sébastien Vettel. J'espère que vous avez vu cette caméra embarquée absolument de toute beauté. Lance Stroll qui a été, mine de rien, encore impressionnant dans des circonstances particulières, c'est-à-dire lorsqu'il y a peu d'adhérence. Ça nous a rappelé un petit peu le Grand Prix d'Istanbul 2020, notamment cette séance de qualification. Et puis, à noter, 12 points pris pour Aston Martin qui passe du coup, après ce Grand Prix, de la 9e à la 7e place au constructeur. Là, encore une fois, je vous laisse choisir, Jean-Louis, McLaren, Aston Martin. Quel est le plus grand des vainqueurs, des gagnants de ce week-end ? Pour moi, c'est McLaren, une équipe que j'aime beaucoup. Et je vois bien que malgré, bien sûr, le classement où il y a beaucoup d'abandons, Ricciardo a réussi à remontrer quelque chose. Ce qui n'est pas si mal que ça. Alors Ricciardo, dans l'histoire de la Formule 1, il faut que je vous dise que dans le paddock, après ses 10 premiers Grands Prix, il était contesté par une partie des médias et des équipes de F1. Overrated. Surestimé. Et puis, il met une victoire, puis il en met une autre. Et il était quand même toujours overrated. Et puis là, il s'est un peu effondré. Enfin, il s'effondre. Mais est-ce qu'on le sous-cote pas un peu, Jean-Louis, aujourd'hui, Daniel Ricciardo, ça ? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu tout ce qu'il a fait quand même jusqu'à présent ? J'ai l'impression qu'on le balaye comme ça et on se dit, il mérite plus sa place en Formule 1, à écouter les opinions aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Oui, les fins est sans pitié pour ça. Là, c'est de l'endurance. Oui, c'est de l'endurance, mais il termine derrière Norris. Pour moi, ça veut dire qu'il a quand même réussi quelque chose. Le gros problème pour moi, c'est Alpine. Je veux dire, j'ai sorti les moteurs. Ils en sont à 5 moteurs pour Alonso et Ocon. Là où finalement Mercedes, je dis que c'était une erreur, ils n'ont pas changé ils en étaient à 3 pour Russell. Et ça sera 6 au Japon. Donc, franchement, c'est beaucoup quand même pour ces moteurs-là. Et je pense que du côté des nouveaux, je dis bien, des nouveaux ingénieurs, motoristes, etc., il y a quelque chose qui ne va pas du tout à Viry-Châtillon. On nous avait prévenu. Oui, voilà, c'était le plan. On nous avait prévenu, on nous a dit qu'on va rechercher la performance plutôt que la fiabilité. Là, ils nous ont pas pris en traître. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Alpine, bien sûr, mais la performance, Alonso en a fait une pas mal, mais enfin la performance, pour moi, c'est la première ligne ou la deuxième ligne. Et puis, je citais Enzo Ferrari. Pour arriver premier, il faut pas vraiment arriver. Oui. Bon, alors, on cherche des points. Et les points intermédiaires. Oui, les points intermédiaires. Parce que les points, c'est quand même à la fin de l'année, ce qui vous donne quand même de quoi respirer un peu. Je vous rappelle ça. C'est le championnat constructeur qui distribue l'argent. Bien sûr. Et pas le championnat pilote. Et donc, voilà. Alors, je trouve que là, il y a quelque chose qui ne va absolument pas, soit dans le recrutement à Viry-Châtillon, soit dans la manière dont c'est traité. Mais en tout cas, on a la preuve, ça ne marche pas. 22-0. Mais après, c'est des stratégies aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec les budgets de cap, eux, ils ont dû faire un choix. Dire, est-ce qu'on met tout sur la performance en sachant que le fiabilité, on aura le choix, la possibilité de le développer plus tard. Donc là, on focalise sur la performance du moteur et derrière, on va fiabiliser pour rendre pérenne sur un plan pluriannuel, on va dire. Mais c'est vrai que cette année, force est de constater une chose. Alpine, s'il n'y a pas de problème de fiabilité, ça bat systématiquement McLaren. Et les seules fois où ils sont battus par McLaren,
c'est qu'il y a un truc qui déconne dans la monoplace. Là où ils m'ont fait plaisir, c'est ce nouveau fond plat, enfin ce nouveau soubassement, on va pas dire fond plat, ce nouveau soubassement qui a très bien marché. Là, ça c'est vraiment un point, mais ça c'est Enstone. C'est pas les moteurs. Là, les pannes, c'est quand même le craquement du vilebrequin ou d'un piston. Là. Je veux dire, ça c'est des pannes de mobilette. Il faut voir les choses en face. Et donc, je suis un peu inquiet là-dessus. Il y a eu pour expliquer aux gens qui ne le savent pas, il y a eu un changement de direction aussi à Viry-Châtillon avec l'arrivée de l'ancien boss moteur de chez Peugeot, Jean-Louis. Oui, Bruno Famin, oui, je sais, mais justement, Bruno Famin, il faut qu'il tape du poing sur la table, qu'il réunisse tout le monde, et puis qu'on met les problèmes comme c'était avant. Car quand même, Renault Sport, c'est une marque, même si maintenant ça s'appelle Alpine, c'est une marque qui a fait ses preuves en Formule 1, même assez glorieusement, que ce soit dans les moteurs et même dans les châssis. Et donc, il faut quand même faire attention à ça. Il ne faut pas d'un coup balayer l'histoire. Parce que malheureusement, avec des gens comme vous, l'histoire compte. Vous en souvenez tout le temps. Vous vous souvenez de tout. Voilà. Il faut. C'est intéressant avec la course de McLaren. J'ai peut-être été un peu dur hier sur Brut, parce que j'ai revu la course. Et j'avais oublié une radio que l'on avait donnée à McLaren, à Lando Norris au moment où il était encore en intermédiaire. On lui avait dit le plus important pour toi au niveau de la stratégie, ce sera de t'arrêter en dernier. Ouais. En dernier, en intermédiaire, pour du coup tenter l'overcut avec des pilotes qui auront des pneumatiques slick neufs, mais peut-être pas en température, ou, et c'est peut-être le pari, et si c'est le cas, c'est du génie, attendre du côté de McLaren qu'un pilote en slick se crache, ce qui était le cas du coup avec Tsunoda. C'est logique. Et tu te retrouves dans une situation où tu as 2 arrêts presque gratuits avec Norris et surtout avec Ricciardo qui profite du coup de la voiture de sécurité pour gagner 4 positions. Justement pour Daniel Ricciardo, je lis beaucoup de critiques notamment sur son rythme en fin de course. Alors Ricciardo, déjà c'est expliqué parce que lui était en tendre quand Norris était en médium. Ricciardo disait que sur le premier tour, il a senti ses gommes très très bien et qu'après ça s'est rapidement effondré. Donc pour lui le plus important c'était de rallier la ligne d'arrivée et de garder cette place, cette stratégie positionnelle où tu étais devant et surtout ne pas te faire dépasser. Donc il termine à 10, 30 ou 50 secondes de Norris. Au final, il termine 5e avec des pneumatiques qu'il a su garder jusqu'au bout. Et il partait de loin. La seule chose que je regrette, il a gagné 11 places sur l'ensemble. La seule chose que je regrette sur ce que tu dis, c'est qu'on a vu le rythme de Max Verstappen en soft qui est excellent. Alors évidemment, c'est Max Verstappen sur la Red Bull. Mais lui, il a su tenir ces gommes-là. Donc moi, ça m'a quand même assez choqué de voir le temps que prenait Daniel Ricciardo autour sur Lando Norris, à voiture équivalente. Je veux juste rappeler qu'on a eu une alerte sur les softs dès le premier jour à Singapour. Sur leur dégradation. Ça tient pas un tour, ou ça tient juste un tour, et pas plus. Donc c'était un peu compliqué comme histoire. Ils n'avaient peut-être pas fait le bon choix de pneus, ils ont pris les plus tendres de la gamme pour aller à Singapour, comme ils font toujours. Mais peut-être que là, sur cette édition-là, c'était peut-être pas le bon choix. Juste un petit mot pour boucler sur Aston Martin, Sébastien Vettel, Lance Stroll, on en parle peu de Lance Stroll dans cette saison. Est-ce que par exemple, lorsque vous le voyez, Jean-Louis, la semaine dernière, hier, pour le Grand Prix, un Lance Stroll peut vous épater à certains moments? De temps en temps. Moi, ce qui m'avait épaté de Lance Stroll, vous le savez tous, c'est Turquie. 2020. Oui, bien sûr. 2020. Ça, franchement, il avait fait quelque chose sur le verglas absolu, quelque chose de formidable. Je me demande si c'est un garçon un peu cyclotimique. Lance, de temps en temps, il fait des performances. De temps en temps, non. Je pense que là, il avait cet avantage de la glisse, peut-être qu'il aime beaucoup, je sais pas. Peut-être qu'il était aussi surestimé et maintenant sous-estimé. Il se dit, il faut que je remonte la pente. Voilà. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'avis sur lui, parce que je pense qu'il est fait d'avoir fâché avec nous, enfin nous, Canal+. Parce que... Les médias ou Canal+. Non, je pense que Canal, Jacques a été très dur avec lui. On se dit la vérité. Et donc peut-être que lui, quand il voit arriver Laurent Dupin, qui est vraiment le meilleur des mecs, franchement, il lui répond en 2 mots, bon, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est drôle ce que vous dites, parce qu'hier, du coup, je regardais, j'ai pris le parti de regarder toute la course, avant-course et après-course sur la F1 TV. Et au micro de la F1 TV, alors déjà, tu avais bon, ça on en parlera avec Singapour, mais il était tout transpirant, sueur. Mais il avait un sourire que je n'avais presque jamais vu, ou très rarement vu, en Formule 1 ou sur Canal, effectivement. Donc je ne sais pas si c'est l'explication, mais effectivement, Lance Stroll, qui en plus, depuis le début de la saison, a souvent terminé à la 11e place. C'est cette place, du coup, à la limite des points, la place du chocolat, limite. Je n'ai pas osé le dire. Mais c'est son meilleur résultat. C'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Ça va peut-être lui permettre de lancer sa saison, parce qu'on voit depuis plusieurs semaines les progrès d'Aston Martin depuis l'arrivée de cette nouvelle monoplace. C'était, je crois, à Barcelone. C'est beaucoup de temps, quand même. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai, ça a mis beaucoup de temps. 10 courses. Maintenant, j'ai bien envie de voir ce que Stroll donnera en fin de saison.
Parce que Aston Martin a clairement fracassé Alpha Tauri. Il y a Gasly qui a été assez dur d'ailleurs sur Alpha. Enfin, assez dur. En tout cas, lui, il n'a pas hésité à sortir la sulfateuse sur Alpha Tauri. Il regrette le manque de communication, notamment lors de la stratégie, puisqu'il a perdu 4 places sur la stratégie en s'arrêtant justement en premier. Mais c'est une course très importante dans la course à la 7e place au constructeur. Moi, je vise plutôt l'avenir. Je veux voir Stroll avec Alonso. Voir. Parce que je pense que Fernando va pouvoir apporter 2-3 choses à l'écurie que peut-être... On se disait pareil avec Vettel quand même. Il a eu des mais peut-être Vettel n'a plus envie. Oui, l'implication ne sera pas la même. Ouais. Moi, Vettel, je pensais qu'il allait prendre sa retraite il y a 1 an déjà. Je le voyais. C'était une saison Je pensais même pas, je pensais même pas qu'il allait faire celle-là. Je pensais qu'il allait prendre avant. Je le voyais. C'était plus le Vettel qu'on connaissait. Décontracté, tout ça. Il s'en fout pas un peu, quoi. Il faut dire les choses comme ça. On l'a vu en paddock au Grand Prix de France. Le tueur que moi j'avais vu à Monza 2011, c'est pas le même. Hein. Oui, c'est oui, C'est un homme différent. Donc, voilà, c'est un homme différent, c'est un père de famille. Il est très à l'écart de la Formule 1. J'ai toujours dit, c'est la remarque. Il est jamais dans les réseaux sociaux. Il vit à l'écart. Peut-être que c'est un ermite avec sa famille. Je crois que c'est ça. Je veux voir avec Alonso, qui quand même... Alonso, il peut prendre les rênes de l'écurie, hein. Vous vous rappelez de ça? Il aura le droit? Oui, non, mais attention. Parce que quand Alonso, c'est le Villebrequin, hein, il perce. Attention à ça. Et donc, il a fait ça chez Ferrari. À un moment donné, chez Ferrari, c'est lui qui commandait. La dernière année, on dit, or, un pilote, vous le savez tous, ne peut pas commander une équipe. C'est impossible. Donc on va voir chez Aston ce qu'il va pouvoir faire, et peut-être que Stroll va pouvoir en profiter. Juste en 5 secondes, on a oublié un élément important chez McLaren, c'est que Norris avait toutes les évolutions que Ricciardo n'avait pas. Ça peut aussi peut-être justifier. C'est à préciser. Et en 5 secondes, Stroll est un pilote d'intermédiaire usé. C'est le seul qu'on n'a jamais vu ça. Pour Ricciardo d'ailleurs. Pardon. Non, Ricciardo, parce que franchement, il est ce qu'il est, mais il ne mérite pas non plus d'être jeté directement. Oui, en pâture comme ça. Un 3e pilote Mercedes, on pourrait rebondir comme 3e pilote. C'est pas trop mal, hein. On verra dans les jours et semaines qui viennent. En tout cas. 4e et dernier enseignement, tiens, allez, on va reprendre, on adore dans cette émission, Jean-Louis, reprendre un petit peu vos expressions. Est-ce que Singapour est un juge de paix? Un indispensable à la Formule 1, lui, ce circuit qui avait manqué terriblement depuis 2019, on rappelle 100% de safety car quand même depuis son introduction en 2008. Une édition 2022 qui clive un peu, il y a ceux hier qui disaient « Oh, je me suis ennuyé devant ma télé », d'autres qui disaient une course sans DRS, c'est un peu une course à l'ancienne, où on voit 2 pilotes se suivre, l'importance de ne pas faire d'erreurs, etc., etc. Un vrai défi physique et mental pour les pilotes, on l'a vu notamment avec beaucoup d'erreurs. Seulement 14 pilotes à l'arrivée, c'est peut-être la preuve de tout ça. Et puis la F1, et ça c'est une question qu'on a envie de traiter avec vous, Jean-Louis, est-ce que ces F1 peuvent encore courir sous la pluie? Parce qu'on a encore eu un départ repoussé d'1 heure du fait des conditions, une piste de nuit qui met du coup beaucoup de temps à sécher, et pourtant quand je lis la Formule 1, ma famille et toutes les anecdotes de Jean-Louis Moncet, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques années, on n'avait pas peur de la pluie, ou on ne retardait pas un départ, en tout cas, lorsqu'il y avait même des trompes d'eau, comme c'était le cas quand même, il faut le préciser, du côté de Singapour. Vous n'étiez pas né, donc en 1980, on s'est posé la question de savoir si les Formule 1 devaient ou non courir sous la pluie. 1980. Oui. 42 ans. Voilà, 42 ans. Et puis quand même, on s'est dit, non, c'est impossible. Il y a un président de la FIA qui a été très important là-dessus, c'est Max Mosley. La Formule 1 doit se rapprocher quand même des conditions dans lesquelles l'automobiliste de tous les jours utilise sa voiture. Les couvertures chauffantes, je vous rappelle, ça fait quand même 15 ans qu'on parle de les supprimer. Elles ont arrivé, on va voir, etc. Elle doit se débrouiller et elle doit rouler sous la pluie. Alors moi, je crois que ce qui a nui là à Singapour, c'est justement les conditions de pluie. Mais quand même, on l'a dit au début de cette émission, les voitures maintenant sont tellement énormes que on peut se demander s'il faut ménager des zones de dépassement et des choses comme ça. Si rien, il n'y a pas une goutte de pluie à Singapour, on ne peut quand même pas dépasser. Malgré les DRS et des choses comme ça. C'est très compliqué. Très intéressant ce que vous dites, car hier, notre ami Helmut Marko a parlé à Sky allemand. Oui. Et il parlait d'une évolution dès la saison prochaine de la piste à Singapour avec la suppression de la partie qui passe sous la tribune. Ouais. Ce qui nous offrirait une ligne droite à la sortie, je crois que c'est le virage 16, au début du 3e secteur, qui irait tout droit jusqu'à l'avant-dernier virage. L'avant-dernier virage, tout court. Bravo. Et ce qui est intéressant, c'est que Singapour, eux, ils savent écouter. Ce que Monaco n'est pas tout à fait prêt à faire, alors qu'il faudrait quand même faire évoluer. Singapour, c'est devenu une perle, hein, maintenant. Vous savez, je regarde toujours le feu d'artifice au passage du vainqueur. Maintenant, tout le monde fait ça. C'est vrai. C'est eux qui ont inventé ça. On avait été accueillis, c'est un bijou pour nous, Singapour. Et tout le monde a voulu la nuit après eux. Oui, bien sûr.
bien sûr. Là, je fais une anecdote, je peux. Allez-y, Jean-Louis. Alors donc Bernie Ecclestone a souhaité avoir un Grand Prix à Singapour parce que c'était une métropole importante dans l'île du Sud-Est. Ça ne les a pas intéressés. Et donc il s'est tourné vers la Malaisie, Kuala Lumpur et Sepang. Sepang qui disait, nous on voudrait justement mettre en avant notre plateforme aéroportuaire parce que ça rapporte beaucoup d'argent, regardez Singapour, ce qu'ils font, etc. Et ils ont eu le Grand Prix. Circuit extraordinaire d'ailleurs. Ouais, Sepang, comme ouais. circuit. Et au bout de 5 ou 6 ans, Singapour est venu taper à la porte de Bernie en disant oui, alors finalement, c'était pas une mauvaise idée. Et là, Bernie, il reste Bernie Ecclestone, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que vous êtes à 400 km De Sepang, ouais. de Sepang, machin, etc. Pardon. C'est rien. À moins que vous fassiez de nuit. C'est comme ça que c'est né, Singapour. Et c'est devenu un tel bonbon, hein, c'est un bon, que maintenant on se dit ça. Mais, belle réflexion, pourquoi on ne pourrait pas changer ça, qu'on puisse avoir des dépassements, c'est ce qui manque. Pluie ou pas pluie, il n'y aurait pas eu de pluie, c'est pareil. Les voitures sont tellement énormes maintenant qu'on aurait eu extrêmement peu de déplacements. Même avec le DRS. Sachant que Singapour n'a pas peur de le faire, ils l'ont déjà fait dès la 3e édition. Ils avaient fait une incroyable triple chicane. Où d'ailleurs Kimi Räikkönen s'était mis dans le mur en Hollande. Ça c'est génial pour nous, mais j'ai l'impression que les pilotes la détestaient. Ils ont écouté et ils l'ont supprimé tout de suite. Et ils savent réinventer les Ils ont choses. changé de pont aussi. C'est pas le même pont qu'ils empruntent. Mais alors après, Et il va y avoir des modifications l'année prochaine, on en parlait hier sur Après, c'est très facile à dire pour nous d'un point de vue spectateur et observateur, mais les rues, c'est pas la même largeur que Monaco. Non. Et les possibilités à Monaco, alors Monaco, c'est drôle aussi de dire qu'ils peuvent rien changer alors qu'ils sont en train de construire littéralement une extension du pays sur la mer. Oui. Donc, à un moment donné, ils peuvent changer des trucs. Mais peut-être que oui, il faudrait s'inspirer de Singapour, mais ne pas oublier que c'est une ville moderne, Singapour, contrairement à Monaco, qui est une ville un peu plus ancienne avec des rues plus étroites et qui a peut-être moins de capacité d'évolution que Singapour. Et puis, il faut un sacrifice, il faut le dire, de la population. Que Singapour n'est pas accepté. Seuls les taxis ont le droit d'aller dans cette zone-là. Oui. Aucun Singapourien vient avec sa voiture. Si à Monaco, vous essayez de trouver une extension, alors supposons, tiens, quand on arrive, vous savez, le portier, le tunnel à droite, non, là, on va partir à gauche, à une longue ligne droite et revenir. Supposons qu'on fasse ça, on est bloqué. Il faudrait que on fasse cette avancée sur la mer, que les gens puissent passer. Ils ne sont pas prêts à le faire à Monaco. Non Et plus. puis ils ne sont pas prêts à toucher au mythe. Je suis pas sûr que ce soit prêt à toucher au mythe de ce tracé. Oui, c'est ça. Rien que perdre un virage, peut-être que pour eux, ils perdraient en histoire, en notoriété, et c'est peut-être la seule chose qui tient encore Monaco debout. Oui. C'est l'histoire. Très rapidement, ce qui est cool avec Singapour, et notamment sur une course encore comme hier, avec des conditions climatiques changeantes, c'est que c'est une course à la Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Le plus important, c'est de rester sur la piste et ne pas commettre d'erreurs. Je veux dire ça, mon copain Et Brognard. moi, je trouve ça génial de ne pas avoir un circuit, de ne pas avoir 24 ou 25 circuits à l'avenir, où on aura 25 circuits, où on aura des dépassements à chaque tour, à chaque virage. Ça partira avec des mecs à 3 de front. C'est aussi bien d'avoir des circuits tactiques, des circuits où pour les pilotes, il faut être rigoureux et nerveusement, ça doit être compliqué. On les voit à la fin, ils sont tous exténués physiquement, mais aussi nerveusement et psychologiquement parce que tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas te relâcher à la moindre seconde, sinon tu termines dans le mur. Moi, Singapour, c'est vraiment un classique aujourd'hui. Comme le disait Jean-Luc Roy dans son bouquin Il faut sauver le soldat F1, il était très énervé, Jean-Luc Roy, de dire à l'époque que les pilotes sortaient de la voiture, on les voyait presque pas transpirer. C'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Louis, de voir Sergio Pérez s'arroser, des pilotes qui avaient beaucoup donné, même Fernando Alonso qui n'a pas fini la course, quand il retire ce casque, on sent qu'il était pas allé au bout de lui-même, mais quasiment. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis c'est l'image puisqu'aujourd'hui, exactement, aujourd'hui, on dit que ces pilotes sont des gladiateurs. Ben on a l'exemple avec. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'était très visible sur Michael Schumacher, Alain Prost, Ayrton Senna aussi, quand ils avaient vraiment donné pour la pole position, on les voyait sortir rouge. Rouge, vraiment. Là, ils sortaient blancs. Là, voilà, le reste du temps, Schumacher a retiré son casque, il était comme Prost pareil, Senna pareil, c'est ça. Donc on voyait ça. Mais effectivement, si vous voulez parler des gladiateurs, il faut ça. Moi, l'image m'a ému de les voir les trois par terre, assis. C'est la meilleure image à donner pour dire aux gens que c'est un sport et que ce ne sont pas simplement des voitures qui tournent. En fait, les gens qui découvrent la Formule 1 depuis 5 ans, c'est une image qu'ils n'ont jamais vue, eux. Tout à fait. Oui, c'est ça. De voir des pilotes exténués. C'est ce que je veux dire. Exactement. Peut-être Jeddah un peu, mais... Encore.
Ouais, si c'est vraiment comparable. Voilà pour les 4 renseignements, les amis. Un petit point très rapide, comptable sur le classement des pilotes, le classement des constructeurs. Vous dire notamment que le championnat n'est pas relancé pour les pilotes. 104 points désormais d'écart entre Verstappen et Leclerc. Mais attention, 2 points d'écart seulement entre Pérez et le Monégasque. Il faudra faire attention dans le titre honorifique de vice-champion du monde. George Russell est encore en lice. Verstappen titré s'il gagne la course et qu'il signe le meilleur tour, qu'importe le résultat de Leclerc et de Pérez. Et au Japon, le symbole serait magnifique. On l'a vu tout à l'heure, bien sûr, avec les propos de Sergio Pérez. Et puis 137 points d'écart entre Red Bull et Ferrari. Ferrari qui creuse un petit peu l'écart avec Mercedes. Là, encore une fois, dans la lutte pour le deuxième constructeur. McLaren qui reprend la 4e place, on en parlait tout à l'heure, pour 4 points devant Alpine. Attention, Aston Martin qui va venir talonner Alfa Romeo. Le petit dernier sujet, très rapidement avant de se quitter. Vous le savez, une affaire a éclaté ce week-end. En tout cas, les médias britanniques l'ont relayé. Le respect du budget cap a-t-il justement été bafoué? Red Bull et Aston Martin, selon plusieurs médias britanniques, auraient dépassé le cap budgétaire lors de la saison 2021. Pour Red Bull, le dépassement serait même très important. On attend un rapport de la FIA ce mercredi, bien sûr, pour en savoir toujours un peu plus et avoir surtout des officialisations. En attendant, les pistonnés, dans l'excellente émission Pole Position diffusée par Winamax, ont traité le sujet. L'avis de Brice Germain sur la question, et on prendra le vôtre, Jean-Louis et Hamza, dans quelques instants. Il y aurait un sacré dépassement au niveau du budget de Red Bull. On attendra 5 et 10 pour millions apparemment, soit l'équivalent du budget nouvelle pièce des écuries de Formule 1. Donc ça veut dire en gros une saison complète de nouvelles pièces en plus. Donc c'est quand même assez énorme, parce que même si on prend... En fait, on parle d'infraction minime sur l'ensemble du budget de cap, à savoir 6-7%, mais au final, si ça concerne que le développement, c'est 100% en plus. Donc il faut voir ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand la FIA a mis en place ce système de budget de cap et les pénalités qui vont avec, à quelle hauteur se placent les pénalités pour que Red Bull, si jamais ils ont enfreint le règlement, se soit dit « Ah, peut-être que ça vaut le coup en fait, de prendre cette pénalité, parce qu'au final, l'avantage qu'on va prendre va être énorme. S'ils ont enfreint le budget de cap en 2021, qu'ils gagnent le championnat en 2021, que ça leur donne un avantage conséquent pour le développement de la voiture en 2022. On a tous vu en 2014 qu'avoir la meilleure voiture sur le début d'air était important pour dominer sur l'air. Donc si la pénalité est financière, ou même l'exclusion d'un championnat, s'ils en gagnent 4 derrière, en fait, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Donc, moi, je pars du principe, quand vous allez dans le train, vous ne prenez pas de billet. Si votre amende est moins chère que le billet de train, ne prenez pas de billet. Bien sûr. Montez dans le train et payez l'amende si jamais vous vous faites choper. Comme ça, au moins, vous payez en tous les cas moins cher. Donc, non, dans le train, vous arrivez dans le train, vous prenez une amende plus le prix du billet majoré. Vous prenez un truc qui vous dissuade d'enfreindre le règlement. Si aujourd'hui, on apprend, et ça, pour le coup, je ne suis pas au courant, que l'ampleur de la pénalité, c'est financier, alors qu'on voit que Red Bull peut se permettre aujourd'hui d'amener 2 châssis différents, que Aston Martin a pu faire un deuxième châssis dans la préparation de 2021, que Red Bull a pu développer comme il le souhaitait en 2021 et du coup aller chercher ce titre, effectivement le gain est énorme, même si la FIA considère que c'est une infraction minime de 7 millions. Si les autres n'ont pas dépensé ces 7 millions ou 5 millions, à la fin, le gap en fait il se retrouve en piste et l'infraction elle fausse absolument tout le championnat. Ça peut être un camouflet pour le cap budgétaire si effectivement la FIA n'a pas des sanctions à hauteur du gain estimé de Red Bull. Après, encore une fois, est-ce que le gain vient du bon travail de Red Bull ou d'avoir enfreint le règlement? C'est là où il y a un peu la zone grise et c'est là que la FIA va devoir être maligne pour adopter une sanction juste si effectivement infraction il y a eu. Jean-Louis, en attendant les précisions de la FIA, on les attend bien sûr ce mercredi. Est-ce que ça peut pas être un camouflet pour le budget de cap, cette affaire, un camouflet même plus général pour la Formule 1? Ça me fait un peu peur cette histoire, très franchement je le dis. Bravo de l'avoir exprimé comme ça. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de Frédéric Vasseur qui dit que c'est la meilleure décision qu'a prise la F1 depuis 30 ans. Parce que quand même c'est un peu trop. Si on laisse 54 équipes, moi j'ai connu les préqualifications, etc., ça sert à rien. Non, mais il y avait un Grand Prix de Grande-Bretagne, il y avait 42 pilotes engagés. Donc, bon, bref. Mais d'un autre côté, si la règle doit être la même pour tout le monde, et si effectivement c'est comme ça, c'est sûr que c'est un problème, c'est très problématique. Vous n'avez pas fait allusion au fait que Horner a dit qu'il pouvait attaquer devant la loi, les tribunaux, ceux qui disaient que. Diffamation. Bien sûr, bien sûr. Attention. Ça, on verra. Après, ça, on verra. Qui fait de mais on va voir. Alors, moi, j'attends le. Il va falloir fournir la preuve, c'est ça qui semble être compliqué. Compte tenu de ce que je sais de la FIA, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Voilà, c'est ça ma crainte. Bien sûr. Je veux dire, parce que si c'est pour donner effectivement $100 000 d'amende
C'est rien du tout. Et je vais même aller plus loin. Même si on donne 50 millions de dollars d'amende sur Red Bull, ils vont les payer. Et limite, la question c'est mieux vaut-il payer et tricher? Oui, c'est l'histoire que respecter le règlement. C'est l'histoire du billet de train. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, donc là, j'attends. Si c'est confirmé, et je redis habitué à l'art du compromis. C'est ça. Comme toujours. Voilà, zone grise, on les a laissés faire. Ce qui fait peur, c'est que c'est un dossier technique où il va falloir fournir la preuve. Et c'est un peu déjà la défense de Red Bull qui dit mais attendez, on a 4 entités, on a l'entité technologie, l'entité moteur, etc. Est-ce que par des jeux d'écriture, Jean-Louis, on peut pas berner son monde? Est-ce que cette règle est vraiment applicable? C'est la question qu'on va voir mercredi. C'est ça, c'est là-dessus que Red Bull compte se défendre. Ouais, bien sûr. À savoir que, non, mais on a dépensé là, mais ça c'était autorisé. Ça rentre pas dedans. Il y a les comptables, comme tu dis, ça c'est comptables, ça c'est vrai. Les comptables ont chacun leur zone, et on va voir ce que ça donne. Il y a 5 budgets différents. Ouais. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Non, moi, là, je rentre un peu la tête dans les épaules. Si c'est confirmé, est-ce que pour vous, c'est un des plus grands scandales que vous auriez connu, comme le Camouflet réglementaire plutôt. C'est-à-dire que tu crées un règlement pour qu'au final, il soit caduque et désuet. Non, parce que là, il faut savoir quelles conséquences ça a sur le championnat 2021. Tu as quand même un pilote qui a été titré aussi parce que la voiture lui a permis d'être titrée. Voiture sous stéroïdes, 2022. Oui, dans l'idée, c'est ça. 2022, 2023, quelle influence aura sur les années futures? Le Crashgate, c'en était un quand même. Oui, mais le Crashgate, c'est sur une course. Oui, d'ailleurs, là, c'est sur une saison ou plusieurs saisons. Je comprends bien. D'ailleurs, Jean-Louis, vous étiez au courant du Crashgate? Vous dites dans le bouquin, excusez-moi, je fais une parenthèse, j'en profite. Dans le bouquin, vous dites quand je vois que Briatore vire Nelsinho Piquet, on se dit tous, et vous dites à Thibault Larue, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Il était fou. Non, parce que on y reviendra. Parce que je connais bien Nelson, le père. D'accord. Je le connais. Mais vous aviez vendu une petite histoire sur ce Singapour, mais le problème, j'ai expliqué, c'est qu'il était tard, etc. Et des tas de gens ont dit c'est pas sûr cette histoire, etc. Auto Hebdo avait sorti un truc en disant c'est pas sûr, mais il était 3h ou 4h du mat, c'était la première fois qu'on était là-bas, il fallait rattraper le décalage sans c'était compliqué. Donc on a laissé tomber et 10 mois après, boum, on a pris en pleine tête. Donc je reviens à la FIA et son... Non, il y a l'autre scandale, c'est 100 millions de dollars. Spygate. Mais exclu le championnat. Mais en plus, pas les pilotes. Bah non. Non, les pilotes, ils sont assez... À part Michael, qui a quand même perdu tous ses points à la suite de 97, les pilotes sont assez protégés. Loda, avec la Brabham aspirateur. Bon, mais là, c'est interdit, mais il a gagné la course. Les points de Hunt avec la McLaren et l'empattement arrière, ils ont été enlevés. Enlevés, oui, absolument. Ouais. Donc, mais moi, j'ai un peu... Donc, je ne cache pas mon inquiétude. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Parce que... je n'ai plus Jean Todt à la tête de la FIA. Oui, tout à fait. Qui est capable de dire ça, ou Mosley, bien son âme, qui est capable. Parce que Mohamed bin Sulayem, je pense qu'il est des gens, la directrice générale qui vient d'arriver, je pense qu'elle n'est pas assez au courant tout de suite de l'histoire, de ce qui se passe. Donc on n'aura pas peut-être une décision un peu caduque. Je vais voir. Franchement, on est dans le flou. Clairement. Rendez-vous mercredi, du coup, pour en savoir un petit peu plus sur cette affaire. Rendez-vous sur Winamax, la chaîne YouTube, si vous souhaitez, en tout cas, avoir déjà ce dossier déblayé avec tous les éléments et les avis des pistonnés. N'hésitez pas à aller voir cette émission. Et puis, rendez-vous mercredi pour parler de ça. La Formule 1, ma famille, Jean-Louis Moncet, donc dans les pistonnés, pour évoquer ce livre et 40 ans, surtout, de Formule 1, les grands personnages qui ont fait l'histoire, parce que c'est un petit peu le fil conducteur de ce livre. Les anecdotes du professeur à propos d'un autre professeur, Alain Prost, qui préface aussi également ce bouquin, livre sorti bien sûr aux éditions City. Il y a énormément d'anecdotes, et ce qu'on a aimé, on en parlera bien sûr mercredi, mais ce qu'on a aimé, c'est aussi le phrasé. On a l'impression de vous écouter parler quand on lit ce bouquin, et c'est plutôt sympathique. Merci beaucoup Brice et Hamza d'avoir été avec nous. Jean-Louis, vous restez surtout avec nous parce que mercredi, on a donc rendez-vous. Salut les amis.